Excellente journée à tous et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même Michel Iradukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Parlement britannique a approuvé dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Rwanda. Le Rwanda abrite depuis le 21 avril courant une conférence panafricaine de lutte contre le paludisme qui connaît la participation de plus de 1500 délégués venus de tous les coins du monde. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Parlement britannique a approuvé dans la nuit du 22 au 23 avril. Ils viennent d'approuver le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. À présent, qu'est-ce qui justifie cette hospitalité du Rwanda, un pays de moins de 30 000 km² avec plus de 13 millions d'habitants. Les détails avec Jean Damascène, Manéchim. Environ 130 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda, dont 5 ans à travers le pays. Une grande partie de ces réfugiés vient de la République démocratique du Congo et une autre du Burundi. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. À part ces réfugiés congolais et burundais qui sont majoritaires dans le pays, le Rwanda a accueilli récemment les étudiants de l'Université des sciences médicales de la technologie de Khartoum qui fuyaient la guerre qui fait rage dans leur pays. On a la chance d'obtenir notre diplôme ici, ça va être vraiment très bien pour nous et aussi ça va être très bien aussi pour le Rwanda comme une opportunité pour offrir une chance pour l'éducation des étudiants internationaux. Ça va être très bien pour le Rwanda aussi, je vois. On ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur au Soudan, mais on peut juste prier pour le Soudan. Pour l'Université du Rwanda, héberger de tels étudiants qui étaient en détresse et riches de sens. Ça montre que le Rwanda est un pays qui inspire confiance quant à la sécurité et la connaissance qu'ils viennent chercher, sans oublier les bonnes relations avec les pays africains et le monde entier en général. Si le Rwanda se présente comme un pays hospitalier, cela n'est pas l'effet du hasard et n'a rien d'étonnant, d'après le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. C'est inné chez les Rwandais, c'est dans leur culture depuis des temps. Rappelez-vous, dans le temps, quand les gens voyageaient et que la nuit tombait, qu'est-ce qui se passait? La première maison où ils arrivaient, ils demandaient à manger, ils demandaient à être hébergés. Et ça se faisait naturellement. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Rwandais ont appris, c'est dans leur culture, aider celui qui est dans le besoin ou aider celui qui a un problème. Alors aujourd'hui, pour le Rwanda, accueillir des réfugiés ou des migrants, ça ne demande pas d'effort. Parce que c'est inné, c'est dans la culture. Vous avez parlé des migrants qui sont venus de la Libye. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3, au moins 3 mouvements de ces migrants qui sont arrivés. N'oubliez pas les migrants qui sont venus d'Afghanistan. Il y a des filles et des femmes qui ont été accueillies par le Rwanda. Vous connaissez la situation de la condition féminine là-bas, ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas dernièrement les étudiants qui sont venus du Sud-Soudan, qui sont à l'université du Rwanda. N'oubliez pas surtout plus de 130 000 réfugiés qui sont ici, burundais, congolais, et dont certains sont ici plus de 20 ans. Bon, si on est capable d'accueillir 130 000 personnes sur 10, 15, 20 ans, comme vous l'avez dit, sur un petit territoire, sur un territoire qui n'est pas aussi riche, oui, on reçoit de l'aide,
Le gouvernement fait ses efforts, il reçoit de l'aide du HCR et des autres pays. Mais je pense que même s'il n'y avait pas d'aide, on essaierait de partager le peu qu'on a. Et n'oubliez pas, quand il y a des problèmes d'éruption de volcans de l'autre côté de la frontière, les gens se déversent ici et on les accueille. Et des fois, les autorités de l'autre côté demandent officiellement l'accueil alors que c'est fini, on a déjà commencé à les aider. Donc je dirais que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'inné. Aider son prochain ne pose pas de problème aux Rwandais. Et je ne pense pas que l'argument de dire que le Rwanda est petit, que le Rwanda est pauvre, cela peut nous empêcher d'accueillir 10, 15, 20 000 personnes qui sont dans le besoin. Et surtout, que la plupart aussi des Rwandais ont eu à vivre ce problème dans l'autre sens. Ils sont devenus immigrants, ils sont devenus réfugiés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été accueillis parce qu'ils sont restés. Donc c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose que les Rwandais ont déjà vécu. Donc le fait de le mettre en pratique ne pose pas de problème. L'hospitalité des Rwandais ces dernières années a été accentuée aussi par l'expérience malheureuse des Rwandais, qui les pousse à militer pour un avenir radieux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les humains en général. Depuis des années, commençant par l'année 59, les années 60, 73, en 90, il y a eu des mouvements de Rwandais qui fuyaient les problèmes, les guerres, les tueries, les massacres qui étaient cycliques ici au pays. Maintenant, ça va faire 30 ans qu'il n'y a plus ce genre de problème et espérons que ça va continuer comme ça. Donc, ils ont vécu cette expérience, ils l'ont vécu dans leur propre chair et comme je l'ai dit, mais de notre côté, ils avaient aussi cette culture, cette habitude d'accueillir le prochain, d'accueillir celui qui est dans le besoin. C'est inné, mais c'est aussi un vécu. Depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye et il a déjà signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants illégaux qui entrent dans ce pays, un geste supplémentaire de la détermination du Rwanda à être un pays hospitalier. Le Rwanda abrite depuis le 21 avril courant une conférence panafricaine de lutte contre le paludisme qui connaît la participation de plus de 1500 délégués venus de tous les coins du monde en vue de tabler sur les voies et moyens de faire face au paludisme sur le continent. Cela intervient alors que les pays africains éprouvent encore de nombreux défis dans l'éradication du paludisme. Les défis sont énormes. Donc, en termes de financement, on a encore des technologies qui coûtent cher. Donc, on doit continuer à mobiliser les financements pour continuer ces technologies. Encore aussi, on doit continuer à engager la communauté dans la lutte parce que sans la communauté, si elle ne comprend pas les outils de prévention, donc ce sera difficile de pouvoir continuer cette lutte. Au Rwanda, spécifiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de pouvoir continuer à faire face aux défis des changements climatiques qui aussi ont un effet sur la façon dont les vecteurs, l'anophèle qui change aussi les biais vers où son attitude vers la piqûre. Il y a des moustiques maintenant qui piquent pendant la nuit, pendant la journée, donc on doit faire face à ça aussi. Et aussi la résistance, parce qu'il y a la résistance aussi maintenant, le paludisme aussi commence à montrer une résistance aux médicaments qu'on utilise et aussi une résistance aussi des moustiques anophèles qui continuent de constituer un défi pour la lutte contre le paludisme. Le directeur du centre biomédical du Rwanda indique par ailleurs que le Rwanda se positionne bien dans la lutte contre le paludisme avec plusieurs mécanismes mis en œuvre pour le réussir. Je crois que c'est possible quand on voit les progrès qu'on a déjà réalisés en termes de la réduction des cas de paludisme, la réduction des décès dus au paludisme chez les enfants, par exemple, de moins de 5 ans. Il y a un espoir de pouvoir arriver à éliminer le paludisme. Et d'ailleurs, le Rwanda a été classé parmi les pays qui sont dans la bonne voie
concernant l'élimination du paludisme à 2030. Donc il y a un espoir. Il suffit seulement de pouvoir continuer à soutenir les interventions qu'on a de faire maintenant, et puis aussi à pouvoir continuer à chercher d'autres innovations qui sont d'actualité, par exemple l'utilisation des drones pour pulvériser les produits, pour éliminer les larvicides au niveau des marécages. Pour moi, en tout cas, je crois qu'avec l'effort que le Rwanda a mis, et surtout la politique de leadership et la volonté politique est parmi nos points forts concernant les progrès qu'on a réalisés au niveau de lutte contre le paludisme. Avec des stratégies adoptées, le Centre biomédical du Rwanda est d'avis qu'il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité de garantir une bonne santé de la population sans paludisme d'ici 2030. D'autres outils que le Rwanda a pu utiliser pour la lutte contre le paludisme sont par exemple la pulvérisation dans des maisons avec les insecticides, pour aussi diminuer les vecteurs qui sont les moustiques anopheles, et aussi en matière de données, de collecte de données. Au niveau central, au niveau des centres biomédicaux, on a un système qui utilise les données qui sont collectées au niveau de la communauté par les agents communautaires, où on a les données en matière de gens qui sont traités par les agents communautaires dans la communauté, et aussi d'autres données qui sont disponibles au niveau des centres de santé. Et avec ces données au niveau central, on est à mesure de pouvoir savoir là où il y a beaucoup de cas de transmission et apporter une intervention qui est ciblée aux endroits, aux secteurs, aux villages où il y a des problèmes de transmission. On continue aussi à pouvoir souvent, avec ces outils, le Rwanda aujourd'hui a été capable de pouvoir diminuer le taux de paludisme des 1000 cas, de 600 cas donc de 400 cas par 1000 jusqu'à 47 cas par 1000. Et en termes de chiffres, par exemple, les agents de santé communautaire sont en mesure de traiter à peu près 90% des cas de paludisme au niveau de la communauté. Ce sont des progrès qui vont nous permettre de pouvoir continuer la lutte et puis arriver à pouvoir éliminer le paludisme au niveau du Rwanda. Certains survivants du génocide contre les Tutsis témoignent avoir cherché refuge dans des lieux de prière en espérant que les tueurs ne pourront jamais commettre l'impensable dans ces lieux. Et pourtant, c'est le contraire qui s'est produit car ils ont été tués en masse. Suivez le récit de Patrick Milidandi. En avril 1994, lorsque le génocide a officiellement commencé, beaucoup se sont précipités pour chercher refuge dans différents temples parce qu'ils étaient considérés comme sacrés et qui pensaient qu'ils n'y seraient pas tués, et ils pensaient que les chefs religieux et les églises les aideraient à échapper à leurs bourreaux. Cependant, cela ne s'est pas produit parce que ceux qui avaient un plan malveillant pour exterminer les Tutsis se sont introduits dans les temples, et certains chefs religieux ont même pris part au massacre. Waye Zoclair, qui avait 7 ans lors du génocide, dit qu'à la fin du génocide, elle a douté de l'existence de Dieu à cause de ce qu'elle avait vu. Ma vie après la fin du génocide était trop dure.
C'était une vie où j'avais perdu tout espoir. C'était une vie pleine de tristesse. C'était une vie où je me demandais si Dieu existait. C'était une vie de doute. Je me suis demandé s'il existait, où était-il? Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais en moi beaucoup de questions sans réponse. Et à cause des crimes commis dans ces lieux de prière pendant le génocide, les chefs religieux ont perdu confiance. Les enseignements spirituels donnés après le génocide dans l'Église étaient difficiles parce que le cœur de beaucoup avait été brisé par ce qu'ils avaient vu et ce qui s'était passé dans les églises. En 1994, après l'arrêt du génocide, au mois de septembre, je suis retourné à Boutaré. Je suis allé dire la messe dans la cathédrale. Les gens étaient là comme d'habitude, mais on voyait qu'il n'y avait pas de vie parce que je le sentais. Lors de la messe, j'ai dit aux personnes présentes mon homélie en leur demandant d'élever les premières marches. Comme je n'avais rien d'autre, je me suis approché d'eux et j'ai prié. C'était un gros problème parce qu'ils se souvenaient de ce qui s'était passé dans l'église et ils ne comprenaient pas. Il y a 30 ans, le génocide perpétré contre les Tutsis a été stoppé par les anciennes forces de l'APR, l'armée patriotique rwandaise. L'espoir de survie est revenu. Les Rwandais continuent leur chemin de reconstruction et de développement. Certains des survivants du génocide contre les Tutsis sont retournés dans les lieux de prière, en espérant que cela les aidera à panser leurs plaies, leurs blessures, comme en témoigne Oyezo Claire. Quand le programme de l'Église catholique intitulé « Le deuil du Christ » a été lancé, ce sont mes frères qui sont allés là-bas en premier et j'ai entendu par la suite leurs témoignages. Et je suis devenue curieuse d'entendre ce qu'ils disaient. Je me demandais toujours où était Dieu quand nos familles ont été massacrées. Le prédicateur a répondu au même endroit où était mon fils lorsqu'il a été tué. Je pensais que les gens vont d'abord réfléchir. Quelqu'un y va et peut y trouver des réponses à ces questions que je me pose déjà moi. Alors j'ai demandé à nouveau de réfléchir. D'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas pu se remettre des blessures causées par ce qu'ils ont vu dans les temples et des tueries de masse qu'ils ont vues lors du génocide contre les Tutsis. Pour certains, ils ont décidé d'abandonner complètement la religion. Les chefs religieux et les églises croient qu'il existe des enseignements qui doivent être mis en pratique afin d'aider les gens à guérir de leurs blessures. Un peu partout au Rwanda, après 1994, certains temples et églises ont été transformés en mémoriaux du génocide en raison de massacres qui y ont eu lieu, notamment à Ruhanga, l'ancienne église de Nalama, une partie de l'église de Kibeho, l'église de Nyange et ailleurs. Le Rwanda comme pays invité d'honneur de la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan faisait partie de plus de 50 pays participant à ce grand rendez-vous de l'industrie culturelle et créative. Une expérience qui a mis un accent sur Urucherereza et le théâtre Devil's Gold parmi 300 spectacles présentés à cette occasion. Nous sommes ici même au studio avec notre collègue Amandine Dikoumassao. Bonjour Amandine. Bonjour Michel. Alors, ramène-nous un peu sur le contexte du Massa. Parle-nous, comment c'était la genèse du Massa, c'était comment? Voilà, le Massa, tout d'abord, c'est un marché donc, des arts de spectacle africains d'Abidjan et il a été créé en 1990 et c'est un événement qui se tient tous les 2 ans. Donc, c'était, cette année, le thème était jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement. Donc, il y avait 300 spectacles et c'était en provenance des artistes de plus de 50 pays. Alors, comment le Rwanda a été considéré en tant que, je dirais, pays d'honneur là-bas? En fait,
Tout d'abord, il faut se rappeler dans le contexte dans lequel le Rwanda est maintenant, dans cette période d'avril. Il y avait une appréciation, genre comment est-ce que vous avez répondu positivement à l'invitation alors que vous traversez une période qui n'est pas vraiment facile. Et puisque le Massa vient de passer 30 ans et que aussi le Rwanda commémore pour la 30e fois, il était question de partager. D'où avez-vous trouvé la force de reconstruire le pays et aussi reconstruire les individus, et c'est là où il était question de partager donc l'importance de l'art dans la société rwandaise. D'accord. Alors les artistes du pays qui ont participé au Massa, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Tout d'abord, en commençant, la charité vient de donner, commence par soi-même. Il y avait Okeleza, il y avait des artistes, tout le monde a apprécié. On voulait tout le temps demander encore une fois, alors que c'était 300 spectacle, c'était pas possible, mais ils ont demandé à ce qu'ils puissent retourner. Et côté théâtre, parce que c'était spectacle, donc c'était l'art visuel, il y a beaucoup de types d'art. Mais là, en parlant des participants qui ont été au Massa, il y avait plusieurs artistes qui avaient vraiment envie d'apprendre du Rwanda en termes de développement, en termes de tourisme, en termes d'entrepreneuriat culturel. Il y avait une professionnelle, Carole Kalemera, qui est experte en politique et stratégie culturelle. Donc, pour bien expliquer tout ce qui s'est passé, il y avait la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts, Madame Sandrine Umutoni, qui était présente. Elle a pu participer à cet événement. Elle a même donné un discours. Oui, je suis en train de préparer un grand reportage où vous verrez tout en images. Et aussi, le plus important, c'est qu'elle a eu l'opportunité de rencontrer la communauté, la diaspora rwandaise en Côte d'Ivoire, la ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire et aussi la ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle était tout le temps avec elle en termes d'organisation. Et surtout, les créations d'emplois, parce que la ministre a aussi rencontré le directeur exécutif de la Banque africaine de développement pour parler des opportunités de la jeunesse, de création d'emplois de la jeunesse au Rwanda. D'accord. Alors que doit-on, je dirais, retenir de cette expérience du Rwanda au Massa? Le Rwanda au Massa, c'était question de... Au Massa, en général, c'est vendre et apprendre. Tu amènes ce que tu as, tu essaies de vendre. Mais le plus important, le Rwanda a beaucoup fait élargi, donc les artistes rwandais ont élargi je dirais le réseau puisqu'il y avait 50 pays, dans chaque pays il y avait comme 3 ou 4 représentants et donc je dirais que dans le grand reportage je vous donnerai tout en détail, mais jusque là on peut dire que c'était une expérience de se présenter, comment savoir présenter soi-même ce qu'on représente comme art, l'art qu'on a, et en être fier. D'accord. Alors, il y a beaucoup, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais si on remarque aujourd'hui, par exemple, ici au Rwanda, nous organisons aussi des événements pas aussi grandioses que le Massa, mais quand même, il y a des événements d'art qui se font ici au Rwanda. Que dirais-tu par rapport à ce que tu as vu à Abidjan? Aujourd'hui, comment se positionne Kigali pour ce qui est de l'art? Pour ce qui est de l'art, tout d'abord, ce qui a été apprécié de la part du Rwanda, c'est que c'est naturel. C'est naturel, donc la danse. Ça fait partie de nous. Exactement. Ce qui a frappé, parce qu'il y a un commentaire, on a eu des discussions, ça veut dire, vous êtes sur scène, vous êtes en train de présenter la réalité de votre vie, vous souriez, alors que, donc, vous n'êtes pas dans une bonne période. Alors c'était ça, genre, pour dire, c'est pas une performance, c'est une vie. L'art et la culture est devenu une vie, pour les Rwandais qui puissent vraiment présenter leur pays. Donc, quand on regardait Okeleza ou bien les acteurs, ils étaient en train de présenter la réalité de leur vie et c'était vraiment apprécié. Wow. Merci en tout cas, Amandine, pour ce qui est de cet éclairage. Merci beaucoup. Les audiences se poursuivent à la cour d'assises de Bruxelles où le Rwandais Emmanuel Ndouimie, comparé pour génocide et pour crime contre l'humanité, les faits qui remontent au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Maître André Martin Kalongozi, l'un des avocats des parties civiles dans ce procès, revient sur l'état actuel du procès. On est dans une phase très importante du procès, c'est-à-dire l'audition des témoins, principalement des faits, c'est-à-dire des témoins qui étaient au Rwanda pendant le génocide. Alors, on constate chez beaucoup certains oublis à propos des noms, des dates, etc. Mais c'est tout à fait normal, après 30 ans,
la mémoire vieillit ou alors même on oublie certaines choses. Mais ça, c'est tout à fait normal et ça montre d'ailleurs que les gens ne sont pas préparés comme on le prétend. On n'a pas affaire à des robots qui viennent en quelque sorte restituer les choses de façon chronologique, etc. Et donc, ces écueils de la mémoire après 30 ans, c'est tout à fait normal. Vous avez entendu aussi qu'il y a des témoins qui sont décédés. C'est dommage, on se contente de lire les procès-verbaux qu'ils ont laissés. Alors, les témoignages d'une même personne peuvent différer. On a entendu un témoin qui était dans le dossier de Georges Rutaganda au TPIR. Il est bien évidemment normal que, même s'il parle des mêmes périodes, il parle de deux personnes différentes. Et donc ici, en l'occurrence, il parlait de Goumboko et pas de Georges Rutaganda, ce qui peut justifier que le témoignage d'une même personne peut avoir un accent sur tel ou tel élément et pas sur tel autre dans un autre procès. Et donc, on est à la moitié du procès qui va se terminer en principe début juin. Et donc, on a encore d'autres témoins à entendre. Et je peux dire que la procédure évolue comme dans d'autres procès, bien qu'on est dans le procès de Goumboko et pas dans le procès de telle autre personne. C'est sur ces images que nous achevons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.